Conseil des ministres ce matin. Nos décodeurs de l'écho. Oui, quand on parle de consommation, de distribution, voici Rodolphe Bonas, le directeur général du groupe de communication CACOM. On va parler aussi beaucoup finance aussi, justement, avec des cours de bourse un petit peu à l'opposé, ceux de Darty, ceux de la Fnac. François Chollet est avec nous, directeur général de Montségur Finance, celle qui suit également les dossiers de consommation, de distribution à BFM Business, Madame Hélène Cornet, et puis Denis Gancel, c'est le pape des marques, hein, Denis Gancel, président cofondateur de W, avec un livre, rappelez-nous le titre du livre. La Société des marques. La Société des marques, Denis Gancel. Quelles marques justement que sont la Fnac et Darty? On va y consacrer un long moment justement. Vous êtes coutumiers, vous les connaissez ces deux enseignes. Tiens, Rodolphe Bonas, c'est une surprise cette annonce ce matin faite par la Fnac? Alors, on peut dire que c'est une surprise, même si on connaît le tempérament des deux patrons, hein, en l'occurrence Régis Schulz et Darty et Alexandre Bompard, qui n'a quand même pas l'habitude, ces deux derniers, de s'inscrire dans une forme de continuité ou d'immobilisme. Donc on peut dire quand même que c'est une surprise en termes de timing. On s'attendait pas à ce que finalement la Fnac aille aussi vite. En revanche, on avait bien identifié quand même que pour Alexandre Bompard, le statu quo n'était pas possible. Hein. C'est-à-dire qu'il a réussi son introduction en bourse. Il y a 2 ans. Exactement, réussi à redresser la maison. En prenant son autonomie vis-à-vis de Kering, l'ex-PPR. Exactement, tout à fait. Et donc, des nouveaux produits à la Fnac. On va y revenir sur exactement, tout ça, toute cette histoire-là. Donc sans doute que ce succès entraînant le succès, eh ben, ça a nourri des appétits de croissance sur le marché français qui va devenir un enjeu sur ce business-là. Ouais, justement, quel enjeu justement, Hélène Cornet, je le disais, la Fnac et Darty qui vont peser ensemble, si le mariage se fait, on verra dans quelles conditions ce mariage pourrait se faire, 7 milliards d'euros. Expliquez-nous. Oui, c'est à peu près deux groupes qui sont de taille un peu similaire, hein, puisque la Fnac fait 3,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3,5 pour Darty. Donc c'est vrai qu'ils ont un profil un peu similaire, et même en termes de magasins, il y en a une centaine pour la Fnac, en tout cas en France, et puis 400 pour Darty, qui est un peu plus gros. Dont la moitié en France. Hein. Voilà, et dont la moitié en France. Alors oui, complémentaire, parce que aussi la Fnac a surtout ses magasins en centre-ville et Darty plutôt en périphérie. Alors du coup, on voit tout de suite évidemment la complémentarité des réseaux. Et vous, pour revenir sur le deal, oui, effectivement, c'est une surprise parce que personne l'avait prévu, et puis ça a été secret. Apparemment, ça avait été négocié depuis pas mal. Ça a été des négociations depuis pas mal de mois, et puis voilà, ça a pas du tout fuité finalement dans la presse. Bon, c'est arrivé ce matin, communiqué de la Fnac. Denis Gancel, vraiment deux groupes comparables quand même, ce que disait Hélène Cornet. Oui, comparables en termes de chiffre d'affaires, mais pour le reste. Hein. Alors d'abord, on peut dire que ce sont deux groupes comparables parce qu'ils sont nés la même année, pratiquement la même année. Ah. Vous connaissez le slogan de la Fnac qui a été pendant très longtemps agitateur depuis 1954. En réalité, le premier magasin de la Fnac, c'était Boulevard Sébastopol en 1957. Et figurez-vous, Fabrice, que 1957, c'est l'année de la création de Darty. Dingue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux groupes qui se sont créés un peu par hasard. La Fnac, parce que c'est une fédération nationale d'achat de cadres, une sorte de coopérative. C'est ça, oui, c'est vrai, on le rappelle, la Fnac, Fédération nationale d'achat des cadres. Et que c'était pas du tout parti pour être une chaîne de grands magasins, c'est une sorte de coopérative pour les cadres. Et Darty, c'est encore plus drôle. Parce que la famille Darty, je nomme les prénoms, Nathan, Marcel et Bernard, étaient dans le textile à Montreuil, et comme ça marchait plutôt bien, ils ont acheté le local d'à côté. Sauf que le bail était dédié à la radio et au téléviseur. Ils n'avaient pas le droit de vendre du textile. Comme il y avait un stock dans ce magasin, les frères Darty ont dit on va mettre ce stock en vente sur le trottoir et on fera du textile après si on peut. Il se trouve que le stock a été vendu en une journée. Ils se sont dit finalement, on n'a qu'à faire de l'électroménager, des téléviseurs. Je dis ça pour tous les étudiants qui font des business plans dans les business schools. On s'aperçoit que finalement, le bon pragmatisme peut créer de belles success stories françaises. Ce sont deux marques enfin générationnelles, puisque ce sont deux marques donc qui ont 50 ans, près de 50 ans, et qui ont marqué deux très belles générations. Oncle Denis, raconte-nous un petit peu les marques. Denis Gancel, donc à la tête de W. Juste, je reviens avant qu'on voit le prix, l'offre, hein, les conditions avec vous, François Chollet, simplement. Est-ce que c'était vraiment le bon timing? Est-ce que c'est vraiment un hasard que ça a été annoncé ce matin, Rodolphe Bonas? J'avais un patron de l'électroménager qui me murmurait cet après-midi dans l'oreille que
demain soir jeudi, il y a une grande convention Darty avec des fournisseurs au pavillon Baltard. Est-ce que Alexandre Bompard n'aurait-il pas cherché à faire un effet d'annonce pour peut-être déstabiliser le vaisseau Darty? Rodolphe Bonas. Alors, je pense pas qu'il y ait de volonté de déstabiliser, mais derrière tout cela, on a parlé de l'histoire, on a parlé un peu de en fait l'empreinte commerciale en fait des deux réseaux, mais il y a aussi une lecture au travers de l'offre. Et c'est un petit peu, je crois, par rapport à cette notion de grand forum de négociation. Grand raout demain soir, 400 fournisseurs. Il va y avoir quand même un enjeu autour de l'offre. Vous savez que l'année dernière, on a connu des mouvements de concentration dans le domaine alimentaire, avec Casino, Carrefour, Auchan, tout le monde, Système U, tout le monde se réunissant là-dedans, Intermarché. Et donc, je crois qu'aussi, il y a quand même des enjeux de massification là-dedans, parce qu'il y a dans l'offre que pilote d'un côté la Fnac et l'offre que pilote Darty, un historique sur les 5 ou 10 dernières années, que ce sont deux marchés fortement chahutés par des pure players du digital, et que aujourd'hui le prix devient un élément décisif de la fréquentation et du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi, à mon avis, dans cette histoire de massification, doublée de taille pour Darty et pour la Fnac, c'est aussi un enjeu commercial significatif pour les années à venir. Bien sûr. Alors François Chollet, justement, l'offre remise hier, elle est entièrement en titre. On verra d'ailleurs s'il est britannique. C'est un groupe britannique, Darty, qui est coté à Londres, s'ils aiment ça justement, les échanges en titre. L'offre, elle propose une action Fnac pour 39 actions Darty. Elle valorise donc Darty à 720 millions d'euros et une prime de 27% par rapport au cours d'hier soir. Est-ce que c'est un bon prix, à votre avis, François? Alors, c'est un prix qui est effectivement payé avec la confiance que le marché a mise aujourd'hui dans le groupe Fnac. C'est-à-dire que lorsque vous faites une offre, un échange d'actions, ça veut dire que vous faites adhérer les actionnaires, vous demandez en tout cas aux actionnaires de Darty d'adhérer au projet d'entreprise de la Fnac, plus que de simplement regarder une valorisation, puisque ce n'est pas du cash qui est extrait de la Fnac pour payer cette acquisition. Donc, on n'est pas dans un schéma où le prix a beaucoup de sens. D'ailleurs, l'offre, elle est très raisonnable. 25% de prime, vous disiez, sur le dernier côté, mais si on prend la moyenne déjà sur un mois, c'est à peu près 22% de prime. C'est tout à fait en conformité avec ce qu'il faut faire pour secouer 2-3 actionnaires dans les conseils d'administration. Mais clairement, il y a rien de majeur là-dessus. C'est pas très hostile comme proposition. Non. Et d'ailleurs, il suffit de voir les réactions. Le premier actionnaire, qui est un fonds d'investissement britannique, Knight Venture, qui dit il soutient pleinement le projet de rachat par la Fnac. Voilà. Donc la réalité, c'est que vous avez un patron qui aujourd'hui a pris la tête de la Fnac, qui a réussi cette introduction malgré des débuts où la confiance n'était pas au rendez-vous, qui a conquis la confiance des investisseurs. Ça se traduit boursièrement parlant par un cours de bourse qui a largement surperformé. On va regarder pour tous ceux qui nous suivent à la télévision l'évolution à peu près à 20 euros, de la valorisation. 50 euros au moment où l'on parle, malgré l'annonce aujourd'hui, ça a un peu corrigé aujourd'hui. Ça a baissé de 3% aujourd'hui. Voilà. Mais ça reste un parcours boursier assez superbe et surtout une dynamique qui aujourd'hui permet de cristalliser derrière elle des projets d'entreprise, et c'est ce qui aujourd'hui est constaté. Ouais, en un an, le cours de la Fnac, il a bondi quand celui de Darty perdait, c'est ça Oui, ces métiers sont difficiles. Qu'est-ce que ça pèse Darty, justement? Est-ce que parfois c'est pas un petit peu une coquille vide? Est-ce que ça vaut encore tout? Ça a plus de cash, Du point de vue de l'actionnaire et de l'investisseur, lorsque vous avez été actionnaire de Kingfisher dans son temps, qui était la maison mère de Darty, que vous avez vu les parcours boursiers de ces titres-là, vous voyez bien que ce sont des métiers qui sont à faible marge, très cycliques, et pour lesquels le moindre dérapage de la gestion se traduit par des années de pertes et de restructuration extrêmement douloureuses. Et du point de vue de l'actionnaire individuel, c'est pas forcément le genre de dossier qu'on apprécie. Et c'est ce qui a été le procès qui a été fait au départ à la Fnac, lorsque M. Bompard a repris la direction et a proposé le placement de ce papier aux investisseurs avec la cotation du titre. Eh bien, la défiance était là. On valorisait ça vraiment en disant que c'était des métiers plutôt à l'ancienne. Il suffisait d'ailleurs d'aller dans les Fnac pour bien s'apercevoir que la culture d'entreprise n'était pas très marchande et commerçante. On avait plutôt le sentiment d'être avec des gens qui étaient très très agréables, amènes de vous expliquer des tas de choses, mais pas forcément très pushy en termes de commerce. Et on voit aujourd'hui que le résultat, il est profond dans le changement de la culture d'entreprise. Et je crois que toute cette cristallisation, à la fois de la confiance des investisseurs, à la fois des résultats au niveau des différentes publications, avec dans un contexte extrêmement déflationniste, des parts de marché qui se sont maintenues et un chiffre d'affaires et des marges qui reviennent, qui sont au rendez-vous, ça permet d'envisager de passer à des étapes supérieures.
Étape qui reste relativement modeste, on parle de 7 milliards d'euros pour le groupe fusionné. Quand vous discutez avec les gens qui sont dans la concurrence, il faut bien regarder les Amazon et on est loin du compte. Donc clairement là, la barrière à l'entrée, elle est... On n'a pas au niveau Rodolphe du territoire France. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France sur ces marchés-là, c'est colossal. On est très loin de... Et Amazon, c'est 89 milliards dans le monde. Oui, là c'est 7 milliards dans le monde, c'est ça on parle. On est d'accord. Je dis simplement que la part de marché... Commercialement, c'est quand même en France, c'est Fnac plus Darty, c'est très puissant. Ça serait le numéro 1, c'est ça. Voilà, exactement, de très loin. Et je regardais même les fréquentations en termes de sites internet. Je vous ai sorti ça, Fabrice, pour vous. Il faut dire, voilà, Fnac.com, c'est devenu le deuxième, donc deuxième et troisième. site. Exactement, c'est-à-dire que du coup, deuxième site de produits culturels en France. Tout à fait. Et donc du coup, l'association des deux en termes de trafic sur internet, on n'a pas les chiffres d'affaires, tout le monde ne communique pas ses chiffres d'affaires. Tout d'un coup, Fnac plus Darty deviendrait deuxième. Darty qui a MrGoodDeal.com et qui a aussi son site de Darty. Voilà. Qui est un point aussi qui explique les difficultés aussi financières, même si les deux entreprises ont un point commun, c'est qu'elles ont renoué récemment avec les bénéfices. Elles sont un peu dans cette histoire-là, mais c'est vrai que... Léger bénéfice pour la Fnac d'une 40aine de millions et Darty qui est sorti du rouge à 14 millions en 2014-2015. Une acquisition, je le répète, MrGoodDeal qui a pesé très lourd puisqu'il y avait presque quasiment 8 millions de pertes. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans des entreprises qui sont en train de se réinventer autour de leur métier. Oui, la Fnac, elle a désormais un mois donc pour faire une offre ferme sur Darty ou pour annoncer qu'elle se retire. À votre avis, clairement, est-ce que l'offre ira jusqu'au bout, pas François Chollet, Hélène Cornet, François Monségur? Une conviction positive, effectivement, sur le... Ça semble se faire. Oui. J'ai plus l'impression que c'est une opération amicale qu'autre chose. Oui, tout à fait. C'est ce que nous disait tout de suite François Chollet, qu'il n'y avait pas vraiment de degré d'hostilité. Rodolphe Bonas, voilà ce que vous lisiez sur le message du fonds d'investissement britannique, est un message très important pour savoir si cette opération va aller au bout, puisque le point qui est évoqué comme étant un point tout petit peu compliqué pour cette opération, il n'y a pas de cash, on rappelle bien, c'est vraiment 100% en titre. Au Royaume-Uni, on aime bien les offres en titre ou pas, François Chollet? On préfère toujours le cash quand on est investisseur, il ne faut pas se leurrer. Knight Vinke, qui est le fonds en question, est un fonds plutôt activiste et assez regardant. Je suis absolument certain qu'il adhère complètement au projet de la Fnac tel qu'il se développe aujourd'hui dans une stratégie multicanale. Alors justement, la stratégie de la Fnac, on va en parler justement. La Fnac qui a complètement changé de visage ces dernières années. Alexandre Bompard, il est arrivé donc aux affaires en 2011, venu donc d'Europe notamment, venu de Canal+ également. Alors quel retour pour la Fnac qu'on croyait enterré, oui justement, tué peut-être par Amazon et les autres. Retour sur les 4 ans du règne d'Alexandre Bompard à la tête de la Fnac, récit signé Laura Horseman. Début 2011, Alexandre Bompard arrive à la tête de la Fnac. Et l'heure est grave, le chiffre d'affaires du groupe recule depuis déjà 2 ans. C'est le modèle économique de la Fnac qui est mis à mal. Les clients n'y achètent plus de livres ou de disques, ils préfèrent se fournir en ligne, chez le principal concurrent, Amazon. Alexandre Bompard promet alors aux actionnaires et aux salariés d'inventer une nouvelle Fnac. Le plan Fnac 2015 est lancé, il repose sur 4 piliers. Le renforcement de la relation client, le développement des magasins dans les villes moyennes, une intégration multicanale entre les magasins Fnac et le site Fnac.com qui devient le 2e site de produits culturels en France, et surtout l'élargissement de l'offre des aspirateurs, des cafetières, des grille-pains arrive aux côtés des DVD et des PC dans les rayons. Sur le plateau de BFM Business, il y a un an, Alexandre Bompard vantait les mérites de cette stratégie. La papeterie, les téléphones mobiles, les objets connectés, le petit électroménager, ces familles-là, elles font 11% du chiffre d'affaires. Imaginez la situation de la Fnac si on n'avait pas diversifié cette offre de produits. La méthode Bompard, l'homme venu de Canal et d'Europe 1, c'est aussi de réorganiser l'équipe dirigeante. À son arrivée, il se sépare de plusieurs cadres historiques de la Fnac et fait venir une équipe de fidèles qui lui est entièrement dévouée pour mener à bien les plans d'économie. Pas de redressement sans austérité. Il annonce des suppressions de postes et un gel des salaires. Au fil des trimestres, le groupe se redresse. Le titre est introduit en bourse en 2013. Son cours a doublé depuis. 1 an plus tard, le chiffre d'affaires est stabilisé avec un léger bénéfice. La stratégie Bompard porte-t-elle ses fruits? En tout cas, c'est ce qu'il revendique à grand renfort de communication dans les médias. Selon un ancien cadre dirigeant du groupe, Alexandre Bompard devrait rester à la tête de la Fnac. Assez longtemps en tout cas pour présenter un nouveau plan stratégique Fnac 2020
avant la fin de l'année. Voilà, donc récit signé Laura Rossmann, donc pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business, Hélène Cornet, Denis Gancel, Hélène Cornet. Justement, il y a eu un traitement de choc. Donc comment il a procédé donc à Alexandre Bompard pour en arriver là justement, et puis aujourd'hui, fin septembre 2015, dire voilà, je veux Darty. Oui, c'est vrai. Il a commencé par se diversifier. On l'a vu dans le reportage. Et donc il a stoppé un peu l'hémorragie. Du coup, il a été chercher des plus petits formats. Par exemple dans les gares ou les aéroports, et là aujourd'hui il se dit où est-ce qu'on va dans ce mouvement de concentration. Je vous rappelle que Boulanger a racheté Saturn, que Rakuten Price Minister, Carrefour vient de prendre rue du Commerce, et du coup voilà, et lui aussi il veut grandir, et peut-être que Darty finalement c'est la proie idéale. Hein. Ah ouais, Darty est la proie idéale. Oui, parce que c'est vrai, il y a eu des morts dans le milieu, hein, sur Couf, elle le disait, donc qui a été racheté, Virgin, Saturn. Il y a une nécessité de se marier, Denis Gancel? Oui, ça a été très bien dit, pour atteindre notamment la taille critique. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'en stratégie, on dit qu'on ne change que sous la menace ou le projet. Je pense que c'est la réussite d'un homme, Alexandre Bompard, qui a appliqué un plan stratégique, qui d'ailleurs s'achève en 2015, puisque c'était le plan 2015. Et il a su casser des tabous. Il faut savoir que j'ai le souvenir, d'ailleurs, Fabrice, d'être venu sur ce plateau il y a quelques années, où le sujet, c'était la Fnac va-t-elle disparaître? Parce qu'on pensait que le modèle Mortard, dit Mortard, par opposition au Click, était injouable. Souvenons-nous que Denis Oliven a quitté la Fnac dans de mauvaises conditions, avec des salariés qui, on en a tous fait l'expérience, qui étaient très mal à l'aise, et on se disait, ça va être terminé. Et d'ailleurs, ça a été terminé pour Virgin. Quelle a été la recette d'Alexandre Bompard en quelques mots? Hélène l'a très bien dit, ça a d'abord été la diversification. Pour un commerçant, il faut mettre plus de produits, plus de lignes à l'eau, si vous permettez. Alors du petit électroménager très design, oui, de la papeterie, du jouet, des objets connectés. Les objets connectés, c'est vrai, ils ont senti ça très rapidement à la Fnac. L'amateur de musique baroque a été choqué de voir des grille-pains et des presse-légumes. C'est vous, hein. Non, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est la musique classique de Denis Gancel. Tout le monde aime la musique baroque. Pas que. Mais c'était intéressant de voir ce réflexe de commerçant, de dire il faut avoir plus de choses à vendre. Ensuite, Hélène l'a bien dit, mais je me permets d'insister, c'est d'aller à la rencontre du public en cassant un tabou qui était la possibilité d'avoir des magasins en franchise, qui était un modèle qui permettait d'accélérer le déploiement sans en subir les conséquences financières. Et enfin, je me permets d'insister là-dessus, c'est qu'il y a un chiffre qui est très spectaculaire. Il y a 75 000 livres qui sortent par an, c'est-à-dire 600 millions d'exemplaires. Ceci pour insister sur une idée très forte, de mon point de vue quand on est distributeur, c'est qu'un distributeur, notamment de biens culturels, doit être un éditeur. Voilà. Et si vous regardez, la Fnac et Darty, il y en a un qui est... si vous prenez l'acte d'achat, il y a avant, pendant, après. Tout le monde sait que la Fnac a été très fort sur le avant, avec son fameux laboratoire et la sélection des produits en amont. Vous observerez que Darty a été très fort après, puisqu'on a tous été témoins du contrat de confiance, du service après-vente et de la livraison à domicile. Et c'est en ça que cette rencontre et ce rapprochement est, de mon point de vue, magnifiquement joué et très stratégique, parce que c'est rendre complémentaire un groupe qui était très fort sur l'avant, un groupe qui est devenu très fort sur le pendant grâce à l'e-commerce, et enfin un groupe qui est très fort et réputé pour le après et la confiance qu'il sait générer. François Chollet, vous, à la tête de Montségur Finance, la stratégie d'Alexandre Bompard, vous y aviez cru dès le départ? Le fait qu'il brise comme ça des tabous, comme le disait Denis Gancel. En réalité, on est resté à l'écart de ce dossier. On est resté à l'écart de ce dossier. Ah oui. Vous regrettez? C'est partie des regrets, oui, tout à fait. Parce qu'on a été forcé de constater que trimestre après trimestre, il n'y a pas eu de déception sur la communication, sur le chemin tracé dans le cadre de ce plan. En matière de taille critique, j'ai une petite nuance par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les métiers sur lesquels les deux entreprises vont se recouper représentent à peu près 3,5 milliards du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la moitié. C'est pas forcément non plus en termes de taille critique. Donc ils vont se retrouver sur quoi principalement donc? En l'occurrence, il y a des produits qui sont vendus aujourd'hui en commun du fait de la diversification de la Fnac et dans l'électroménager. Voilà, ce qu'on appelle le gris en particulier, oui. Un peu de blanc, le petit blanc, on va dire. Attention à ce que vous dites. Hein, bien sûr. Oh là là, le gris, c'est pas le jour. Le gris, c'est pas le jour d'en parler de tout ça. Le gris, c'est computer, informatique, etc. Le blanc, c'est tout ce qui va être électroménager, et là en particulier un petit électroménager. Et le brun, c'est tout ce qui va être aspirateur et compagnie. Mais même si dans les 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'on a en commun, précisons qu'il y a en fait derrière ça très peu d'industriels. Donc il y a quand même une puissance à la négociation, à l'achat.
J'insiste bien sur ce point-là, c'est-à-dire que ils vont sans doute remettre à plat certaines conditions commerciales vis-à-vis des industriels pour faire descendre les prix. C'est un vieux rêve d'Alexandre Bompard de se marier à Darty un jour pour prolonger peut-être son projet d'aller en direction de l'électroménager. C'est la suite logique. Rodolphe Bonas, Seacom. Alors moi je rebondirai sur ce qu'a dit Denis tout à l'heure. Je pense qu'un des plus beaux capitals que Darty possède, c'est ce fameux contrat de confiance, car Darty est capable de réaliser ce que très peu de marques arrivent à faire de manière très efficace, et gérer l'après-achat, et en particulier cette relation très intuitée, personnée qu'on peut avoir. Et je crois que ce contrat de confiance est un capital énorme, parce que dans les années à venir, et on voit, on y est tous confrontés, d'accord, la technologie embarquée étant de plus en plus compliquée, le serviciel va prendre le pas sur uniquement la valeur faciale du prix. Et donc du coup, je crois qu'en ça, Denis le soulignait, c'est une bonne opération. Denis Gancel, W. Je rebondis sur ce que vient de dire Rodolphe. Vous voyez ça dans l'industrie automobile, dans laquelle il y a de plus en plus de services. Et la raison de l'émergence des marques coréennes ou des marques japonaises ou des marques même chinoises, c'est la capacité à sortir des garanties de 5 ou de 8 ans. Donc c'est pour dire que l'après dans l'acte d'achat ou de vente est devenu effectivement stratégique. Et un deuxième point qui est stratégique, c'est que autant le brun chute, autant c'est la saison du blanc qui ouvre. Et Alexandre Bompard, qui est un fin stratège, qu'est-ce qu'il vise? D'abord, il vise la taille critique pour l'international, car la grande difficulté pour un concept comme la Fnac, peut-être on parlera d'ailleurs du nouveau nom, ce sera intéressant de savoir comment va s'appeler cet ensemble, on en dira. Enfin, a priori, les deux enseignes devraient rester, hein, c'est ce qu'on croit, Hélène Cornet. Bah oui, il ne faut pas casser non plus la belle notoriété. Oui. Mais voilà. On verra comment il s'appelle. Oui, voilà, il y aura sans doute un échange de produits. Non, mais l'idée, c'est d'arriver à conquérir l'international. L'international, juste, j'ouvre une parenthèse, hein, la Fnac présente en Espagne, au Portugal, au Brésil, en Belgique, Suisse, Maroc, avec quelques franchises, donc, au Qatar, et bientôt des ouvertures en Côte d'Ivoire. Darty, très présent à l'international, principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Hein, voilà, pour bien comprendre. Donc c'est encore fragile, mais on a des zones complémentaires. Et l'idée, évidemment, c'est d'arriver à prendre des parts de marché. On a souvent parlé sur ce plateau des parts de conquête de marques comme Blablacar. Il faut aller vite pour arriver à prendre des places de marché le plus vite possible. Mais j'insiste sur le brun qui chute de 20% sur 5 ans et le blanc qui est en croissance de 10% sur 5 ans. Donc Alexandre Bompard, il met aussi la main sur le blanc. Sur lequel il s'est positionné que depuis 2-3 ans. Dernière question, je vais poser à François Chollet qui va nous quitter, le directeur général de Montségur Finance. Alexandre Bompard, donc, il sait très bien gérer sa carrière, il sait très bien gérer sa communication. C'est un ancien cadre dirigeant de la Fnac qui me disait ce matin, lui, qui soulignait la capacité de Bompard de driver sa com, de jouer du calendrier, peut-être avec cette convention donc au pavillon Baltard demain des fournisseurs de Darty. Il reste combien de temps à la Fnac ? Clairement, aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques inquiétudes sur le dossier pour les investisseurs, et on a vu la réaction du titre aujourd'hui. Le titre, on va le rappeler, le titre Fnac a perdu 3,6%. Quand le titre Darty à Londres, il a gagné presque 20%. Hein. Presque 20%, mais ça c'est l'ajustement qui se fait du fait de l'opération. De l'opération, bien sûr. Les inquiétudes sont sur la complémentarité géographique. Ça n'apporte pas grand-chose aujourd'hui, Darty, pour la Fnac, en termes de complémentarité géographique. On a des inquiétudes en termes de concurrence. Vous avez souvent des implantations qui sont très proches, et je ne sais pas de quelle mesure ils vont pouvoir maintenir l'ensemble de ces implantations. Et clairement, les synergies du point de vue du financier, elles seront là, parce que il est évident que fusionner de taille d'entreprise comme celle-là va permettre de générer des synergies, mais donc également de la casse sociale et donc des difficultés au niveau des syndicats qu'on a pu avoir déjà lorsqu'il y a eu le changement de direction à la Fnac. Donc il y a pas mal d'inquiétudes sur ce dossier de fusion du point de vue simplement de l'investisseur. Donc avec encore une fois vous restez une nouvelle fois à l'écart, hein, comme pour les débuts d'Alexandre Bompard. Voilà, on peut se tromper et rester dans son erreur durablement. En ce moment, on a la chance d'avoir des marchés, en tout cas en tant qu'investisseurs, qui sont très chahutés, avec des dossiers de très belle qualité qui sont revenus à un niveau d'intervention pour nous. On manque pas d'idées d'investissement. C'est vrai qu'on essaye d'avoir beaucoup plus de visibilité que sur ce type de métier. Bon, on va vous retrouver vite sur BFM Business demain, après-demain, je ne sais pas, François Chollet, directeur général de Montségur Finance. Tous les autres, vous restez. Rodolphe Bonas, Hélène Cornet. Alors je lis le communiqué de la Fnac qui est sorti ce matin, donc c'était l'annonce surprise de ce mercredi, la Fnac qui veut mettre la main sur Darty. Le rapprochement des deux enseignes constituerait une opportunité stratégique et financière majeure pour les deux groupes.
en donnant naissance au leader de la distribution de produits techniques, culturels et électroménagers en France. Alors on a vu il y a un instant avec Laurent Rossmann, avec Rodolphe Bonas, Hélène Cornet, François Chollet et puis Denis Gancel, eh bien la mue qui avait opéré donc la Fnac sous le règne de Alexandre Bompard, règne qui n'est pas terminé. Il est arrivé il y a 4 ans, en 2011, Alexandre Bompard à la tête du groupe de distribution. Il a réussi à sortir la tête de l'eau, donc, eh bien, son groupe. Ça a été un peu la même chose aussi chez Darty, hein. Après 4 années de déficit, il y a eu un plan de suppression de 450 postes, la vente de plusieurs postes, de plusieurs filiales à l'étranger. Et résultat, donc, un premier bénéfice net qui est arrivé l'an dernier, tout petit, mais enfin quand même, disons-le, 14 millions d'euros. Alors oui, c'était grâce à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme traitement le patron de Darty, Régis Schulz, Rodolphe Bonas, Seacom? Alors c'est vrai qu'en arrivant à la tête de la maison, il a restructuré en effet l'entreprise en se séparant de certaines filiales, vous l'avez dit, à l'étranger, mais surtout il a retravaillé le modèle commercial et en particulier en mettant l'accent sur le digital. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne mesure plus exclusivement les ventes digitales lorsque vous achetez votre produit et que vous transactionnez sur la tablette ou sur l'ordinateur, mais aussi lorsque vous achetez sur Internet, vous allez retirer en magasin, ou alors lorsque votre vendeur vous vend un produit sur une tablette. Et c'est vrai que l'expérience d'achat chez Darty a changé, puisque maintenant, aujourd'hui, vous pouvez payer à tous les endroits du magasin. Il a totalement digitalisé son offre. Et sur Internet, il nous reconnaît. Il nous trace, tout à fait. Il nous redonne des conseils. Non, bien sûr, donc il y a eu un très gros travail pour faire en sorte, ce qu'on appelle dans le jargon, de maximiser la transformation. Hein, c'est-à-dire que à chaque fois que c'est ce qui fait derrière ça, que aujourd'hui 80% des clients de Darty passent par un passage digital avant de transactionner. Et alors, ça, c'est très fort. Alors, on a vu justement comment la Fnac avait changé de périmètre, justement, en se diversifiant sur la papeterie, le petit électroménager très design, justement. Et pour l'instant, eh bien, ça semble avoir réussi à la Fnac. Alors, est-ce que Darty a gardé les mêmes valeurs d'autrefois? Rappelez-nous la date de naissance de Darty, 1957. 1957. 1957, Denis Gancel. Alors, comment les valeurs de la marque, eh bien, ont-elles évolué? C'est la question, eh bien, qu'avait posée il y a quelques mois David Daubas. David Daubas qui présentait à l'époque Avomark sur BFM Business. Il était avec Régis Schulz, le patron de Darty. On réécoute cet extrait et on revient tout de suite. Je dirais elles ont peu évolué. Elle a toujours été, c'est ce qu'ont voulu les frères Darty quand ils ont créé la marque, autour de la modernité, autour du choix, autour du prix et autour du service. Et je dirais que la principale évolution, ça a été le contrat de confiance en 1973, qui a permis de quelque part de mettre tous ces engagements sous un document écrit, et on était les premiers à le faire. Mais est-ce qu'il y a des valeurs qui ont par exemple muté, des valeurs qui aujourd'hui n'existent plus, et d'autres qui se sont rajoutées? Elles ont évolué, la notion de prix a évolué avec l'arrivée d'Internet, la notion de choix a évolué avec Internet, le service, je dirais, est resté aussi, a évolué aussi au travers des nouveaux objets connectés, à travers le bouton. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que ce qu'on est capable de faire en service, au travers des téléphones, au travers des objets connectés, est très différent de ce qu'on faisait il y a 40 ans où c'était uniquement la camionnette. Voilà, c'était Régis Schulz, le directeur général de Darty, dans l'émission À vos marques sur BFM Business, présentée par David Daubas, émission à laquelle vous collaboriez à l'époque, Rodolphe Bonas. Tout à fait. On va vous retrouver dans Sport Business Club. Hein. Exactement, voilà. Tous les dimanches. tous les dimanches. Oui, les valeurs, elles sont restées les mêmes, donc? Alors oui, les valeurs sont restées les mêmes, et on a insisté tout à l'heure sur cette notion du contrat de confiance. Mais pour illustrer les changements et surtout l'arrivée du digital, pour vous donner une idée, ces fameuses ventes de click and collect. Sachez que chez Darty, la vente click and collect monte jusqu'à 30% du chiffre d'affaires en période de Noël. Donc ça veut dire qu'un produit sur 3 est finalement acheté sur Internet et retiré en magasin. C'est cette praticité qui fabrique le chiffre d'affaires. Et vous avez près de 15% du chiffre d'affaires qui est réalisé au travers des tablettes des vendeurs chez Darty. Donc vous voyez bien que toute cette mutation et cette agilité dans le commerce qui est en train de s'opérer, eh bien Darty et la Fnac aussi ont su prendre de bons virages là-dessus sur des marchés, je le répète pour terminer, extrêmement bataillés. Extrêmement bataillé. Donc du coup, Denis Gancel, ça va faire un très bel ensemble, très fort sur le numérique, sur le digital. Oui, sur le numérique et le digital. Si je peux insister sur ce que vient de dire Rodolphe, in-store, c'est-à-dire dans le magasin. Oui. C'est-à-dire que il faut se rendre compte de la révolution qu'a été le digital dans le point de vente. Puisqu'on est parti d'un raisonnement, il y a 15-20 ans, on se disait il n'y aura plus de point de vente. Donc il a fallu, et Darty est un archétype de ça, il faut bien comprendre que les magasins Darty étaient des magasins qui étaient faits avec des étiquettes qui étaient faites pour les vendeurs.
C'est-à-dire que quand vous achetiez un produit chez Darty, en fait, vous aviez le vendeur qui discrètement regardait l'étiquette qui était très bavarde et qui commentait l'étiquette et qui permettait, c'était un soutien à la vente. Le magasin était fait pas tellement pour les clients, il était fait pour les vendeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qu'on trouve notamment dans la distribution automobile, c'est que le client, il en sait plus que le vendeur. Voilà. Pourquoi? Parce que évidemment, il est sur Internet et il arrive en disant je veux tel aspirateur, c'est le X1224B à ramassage de poussière automatique. Il est très bien celui-là. Voilà. Et si le vendeur, et je ne cite pas de marque, et si le vendeur évidemment ne sait pas de quoi on lui parle, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, au lieu d'aller contre ce mouvement contre lequel on ne peut pas lutter, l'intelligence de magasins comme Darty, de marques comme Darty, mais la Fnac fait la même chose, ça a été d'investir massivement sur des programmes de formation de vendeurs. La Poste, c'est pareil, c'est-à-dire d'assumer l'idée qu'il fallait quitter les rangées de caisses qui sont des zones de protection, aller à la rencontre. Donc, quand vous discutez, et moi je le fais, c'est une partie de mon métier, des groupes Cali avec des vendeurs, ils vous disent, écoutez, on va quand même pas voir mes jambes, je vais quand même pas marcher dans le magasin avec un iPad, je me sens tout nu. C'est très concret le commerce. Et idem pour les banques, on parlait des banques hier. Oui, le visage des banques s'est complètement transformé. Et vous me permettez de dire, la Société Générale vient d'annoncer qu'elle allait fermer 400 agences bancaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, soit vous avez un produit à vendre et un service à rendre, sinon il faut fermer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, allez voir le replay sur le site de BFM Business, l'émission qu'on a faite hier soir avec les décodeurs d'écho. Juste encore un mot, c'est Hélène Cornet qui nous disait tout à l'heure que le nombre de magasins Darty, 222 en France, 2 fois plus donc si on comprend le reste du monde. Il n'y a pas trop de magasins Darty, il n'y a pas trop de charges quand même, versus les 111 magasins Fnac. Alors, Rodolphe Bonas. Alors, la typologie des magasins est très différente, puisqu'on a d'un côté Fnac qui a plutôt des unités assez importantes en centre-ville, voilà, et Darty a certains magasins mais plus en périphérie. Mais tous les deux ont opéré quand même un virage assez intéressant sur ces dernières années, c'est qu'ils ont confié une partie de leur développement en franchise, que ce soit Darty et la Fnac, avec une logique quand même un peu différente, c'est que la Fnac est allée à la construction, à la mise en œuvre de toutes petites unités. Vous savez qu'ils sont essayés de façon à disséquer un petit peu l'offre produit pour aller chercher le client et aller dans les aéroports, dans les gares. Exactement. Voilà, exactement. Tout à l'heure. Et donc du coup, c'est vrai que vous avez un paysage commercial qui est pas si opposé que ça. Il y a quelques zones frontales, mais pas tant que ça, et qui est, semble-t-il, assez complémentaire. Hélène Cornet, vous nous disiez tout à l'heure, pour l'instant, il n'est pas question de supprimer les deux marques, Fnac d'un côté, Darty de l'autre, qui resterait. Est-ce qu'on a une idée de l'éventuelle casse sociale, je reprends l'expression de François Chollet qui était avec nous tout à l'heure, le patron de Montségur Finance? Pour le moment, il est peut-être un peu tôt pour le dire. L'opération, c'est d'être plus fort à deux face aux concurrents, mais évidemment, derrière, les synergies sont importantes. C'est deux métiers qui sont quand même assez similaires. Du coup, on se dit que dans la logistique, la gestion des fichiers clients, le service après-vente, évidemment, il est peut-être possible de réduire un petit peu les coûts. Les achats de matériel électronique, bien entendu. L'union fait la force, oui. Par exemple, et puis il y a une donnée aussi qu'on ne connaît pas encore, c'est que va dire l'autorité de la concurrence. Ah oui, d'accord. Parce qu'évidemment, il va falloir quand même passer devant elle. Et en général, elle est assez sévère dans ce genre de dossier. Donc, il y a un risque, Rodolphe, ou pas? Je veux espérer quand même que l'autorité de la concurrence aura un regard qui sera assez avec une hauteur de vue, parce qu'aujourd'hui, y compris en prenant en compte la concurrence sur Internet. Bien sûr, le digital, avec cette logique quand même, avec une offre digitalisée là qui est planétaire sur ces produits-là. Il faut pas se leurrer. Et une partie de l'offre aussi est totalement dématérialisée, que ce soit la musique depuis très longtemps, mais même le livre. Donc là, je veux espérer quand même que la réponse de l'autorité... Ça dépend effectivement un peu du périmètre qui est pris en compte. Voilà. Mais bon, on peut imaginer quand même qu'elle demande la fermeture de quelques magasins. C'est sûr qu'ils vont essayer, mais j'espère qu'ils auront... Denis Gancel, son agence. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais vous savez, les statistiques, un rapprochement sur deux est un échec. Et 75% des échecs sont dus à une raison, c'est l'incompatibilité culturelle. Et on a tous en tête l'échec de Daimler Chrysler, de Renault Volvo. C'est pas parce que c'était mal pensé, c'est parce que les valeurs n'ont pas été
considérés comme compatibles et qu'il y a eu un phénomène de rejet, et en particulier un phénomène de rejet de l'interne. Et ce qui va être très intéressant, c'est que... Et à votre avis, par exemple, sur le cas de la FNAC et de Darty? Eh bien, je ne le sais pas, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure sur le reportage sur Darty. Ce sont des entreprises qui ont toutes les deux des valeurs extrêmement fortes, et c'est pas parce qu'on a des valeurs très fortes des deux côtés que ça va être plus facile, au contraire. Et dans ce cadre-là, je me permets de dire que la marque va jouer un rôle important. Évidemment, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, il est urgent de dire qu'on va garder les deux marques. Mais il n'est pas sûr que ce soit durable ou que ce soit une très bonne idée stratégique. Vous, l'auteur de la Société des marques, Denis Gancel, quelle est celle qui a le plus de... On parle de la marque, hein. Quelle est celle qui a le plus de valeur, le plus d'impact Écoutez, ça mériterait une étude approfondie. Je regardais tout à l'heure un classement qui est les enseignes, qui sont les enseignes préférées des Français. C'est intéressant de voir que Darty est 17e et la Fnac est 20e. Donc elles se tiennent dans un mouchoir de poche. Je pense que en termes d'affaires, j'achèterais l'autre. Donc j'ai en tête. On a célébré à l'idée que AXA allait garder la marque UAP et 6 mois plus tard, il n'y avait plus de marque, le numéro 1 oblige, était passé à la trappe. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour Darty. Je dis simplement que la marque à avoir, et que quand on regarde par exemple les groupes automobiles, on va beaucoup parler de Volkswagen ces temps-ci, c'est compliqué de garder Audi, Skoda, Seat, Volkswagen, parce que évidemment les recoupements, les recouvrements se posent, la question du recoupement et des recouvrements, et que par exemple le consommateur, s'il s'aperçoit que ce sont des produits intégralement semblables qu'on trouve et à Darty, et chez Darty et à la Fnac, il y a un moment où le consommateur, l'usage, va dire mais pourquoi ne pas mettre une seule marque? Et puis évidemment derrière une marque, il y a des coûts marketing, il y a des coûts de management, et donc il y a un moment où la question, je pense, se posera. Oui, alors on évoquait donc cette stratégie de la Fnac d'avoir fait venir depuis quelques années sous Alexandre Bompard, eh bien des produits électroménagers justement, assez design, hein, assez fashion bien entendu. J'ai l'impression que c'est une tendance qui arrive de plus en plus, du bel électroménager. Boulanger, par exemple, qui inaugurait en début de mois donc son premier magasin, son premier point de vente, à Paris même, hein, donc on est dans le quartier de l'Opéra, juste à côté de l'Olympia, boulevard des Capucines, donc avec justement, eh bien, très beau corner consacré à l'électroménager. Reportage sur place pour BFM Business de Cécile Tordeau. Quartier de l'Opéra à Paris. Nouveau design, produit tendance en vitrine. Le premier magasin de l'enseigne dans la capitale draine déjà un flux permanent de touristes et de travailleurs du quartier. Pour Emmanuel Deschamps, le directeur opérationnel de Boulanger, c'est une implantation stratégique. On n'était pas encore présent dans Paris Intramuros. On a l'ambition d'être leader ou l'un des leaders en France d'ici 2024. Donc ça passait par notre plus grand gisement de chiffre d'affaires aujourd'hui en termes de développement, ça passait par Paris Intramuros. L'enseigne a mis le paquet sur l'accueil. Dans les allées 60, vendeurs sont prêts à dégainer leur tablette pour commander et proposer des services comme la livraison sous 3 heures, la réparation de l'écran de votre smartphone au bureau et même une conciergerie. Boulanger attaque aussi la concurrence sur les prix. Nos prix sont alignés à la minute directement avec notre site internet. Donc dès qu'un prix bouge sur notre site, en instantané, il bouge ici dans notre magasin. D'ici à 2024, Boulanger compte ouvrir 5 à 7 magasins par an, dont un supplémentaire à Paris l'an prochain. Objectif, passer son chiffre d'affaires de 2 à 3 milliards d'euros. Voilà, reportage de Cécile Tordeau pour BFM Business dans ce magasin Boulanger, unique magasin Boulanger à Paris, Paris Centre, hein, dans le 9e arrondissement, avec du bel électroménager, très design, très tendance. C'est la nouvelle mode, ça, Rodolphe Bonas? Alors oui, d'aller chercher ces produits assez identitaires dans lesquels on va pouvoir jouer au-delà du gadget, si vous voulez. En effet, c'est des tendances qui sont bien illustrées. Mais ce qui est très intéressant dans le reportage qu'on a vu, c'est qu'on voit comment est-ce que le commerce traditionnel, celui qui se passe en magasin, s'adapte encore une fois au digital avec les tablettes, ce que vous disiez, bien sûr. Est en train de revenir à la scène en disant, écoutez, moi j'ai un magasin physique, alors je vais tout miser sur l'expérience d'achat. Vous allez pouvoir toucher les produits, les tester, les voir, les regarder, les rapporter. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi même culturellement à la Fnac, vous savez, cette idée, ce qu'on appelle dans le jargon le showrooming. C'est-à-dire à la Fnac, en effet, vous pouvez venir pour lire une BD, vous la fermez, vous la rangez, vous terminez. Eh bien, je pense que dans l'exemple qu'on a vu, on voit très bien comment est-ce que ces commerçants traditionnels sont en train de s'adapter au digital pour dire, attendez, vous voulez avoir une expérience d'achat où vous allez sentir, rencontrer un vendeur, toucher un produit, le ramener, amener votre famille pour le voir,
aller en magasin. Et c'est ça ce qui est en train de se faire. Hélène Cornet, Denis Gancel, allez-y. Allez, Hélène. En tout Hélène. cas, le pari d'élargir sa gamme de produits, c'est pas totalement idiot quand on voit les ventes de livres ou de vidéos, de CD. Voilà, au moins on met pas tous ses œufs dans le même panier. Pardon, le livre, j'ai l'impression, ça reste quand même le premier poste à la Fnac. Hein. C'est combien? C'est 10, 11%? Un peu plus que ça. Et en tous les cas, on est sûr d'une chose, c'est que c'est sans doute le livre qui permet à la Fnac d'avoir financé toute cette reconversion. Ouais, on s'en souvient, Virgin n'avait pas cette puissance que la Fnac de livres, bien sûr. C'est le premier poste, l'électroménager à la Fnac, c'est 2%, pas plus pour l'instant. Eh ben oui, voilà, remettons un peu l'église au milieu du village. Denis Gancel, ça sera le mot de la fin. Oui, deux remarques pour conclure. Vous savez que derrière chaque marque, il y a un imaginaire. Et je trouve que la Fnac et Darty s'unissent sur un imaginaire commun qu'elles ont su développer ces dernières années, qui est l'imaginaire de la maison et du design, surfant sur une tendance très importante qui est la tendance du cocooning, qui est la tendance de la décoration et qui est liée évidemment à des analyses sociologiques extrêmement puissantes. Et donc ça, c'est très bien joué et il y a un très bel imaginaire. Deuxièmement et dernièrement, je voudrais insister sur l'idée que nous sommes à l'ère des marques horizontale. Le XXe siècle a été marqué par un rapport aux marques qui était un rapport vertical, où les marques étaient un peu autoritaires et elles nous disaient ce qui était bon pour nous. Aujourd'hui, notamment du fait de l'économie collaborative, aujourd'hui, nous avons des marques type Blablacar ou Icare, dont on parle souvent sur ce plateau, qui ont un rapport horizontal, c'est-à-dire qu'elles sont à nos côtés. Et je voudrais dire que ces marques dont on a rappelé l'histoire tout à l'heure ont tout pour être très en pointe sur cette économie collaborative, car elles ont dans leur gène le fait d'avoir été aux côtés des Français, notamment pour nous conseiller avec leur laboratoire, avec leurs tests et leurs contrats de confiance, et elles étaient finalement extrêmement en avance, à condition qu'elles sachent le mettre à jour cet ADN. Voilà, on a passé un bon moment, c'est pas fini, hein. Dans un instant on va s'intéresser